suis évidemment très heureux de voir une salle comble. Je suis heureux de vous accueillir aussi nombreux. Merci de la fidélité que vous témoignez en permanence. On a eu quelques émotions ce soir, vous l'avez constaté vous-même, et pourtant, le maire était à l'heure. D'habitude, il arrive en retard, et là, il était à l'heure, et on a commencé quand même avec un peu de retard. Je vous rappelle qu'on avait déjà eu une émotion un peu similaire il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, lors d'une conférence où quelques imbéciles avaient jeté des boules puantes dans les toilettes, et on avait eu une alerte à la bombe, et alerte à la pollution, avec le SAMU, les pompiers, tout le monde, on avait dû attendre dehors. J'espère que les émotions s'arrêteront là ce soir. Je commence par saluer donc Monsieur le maire et remercier le personnel du trèfle pour le dévouement qu'il nous manifeste et les conditions techniques idéales qu'il nous propose à chaque fois. Ce soir, nous sommes donc à la 3e conférence du cycle intitulé Sur les traces des Romains. La première conférence s'appelait Les Romains en Moyenne-Alsace à travers les objets du musée de Molsheim. C'était Grégory Oswald qui l'avait faite. On avait ensuite fait une sortie sur le site archéologique du Donon. La 2e conférence qui a eu lieu le 6 octobre s'intitulait Le peuplement et les échanges à l'époque romaine dans la vallée de la Bruche par Juliette Baudou. Ce soir, on va donc attaquer la 3e conférence qui s'appelle Les habitats groupés de la région de Molsheim à l'époque romaine, du 2e au 4e siècle par M. Pascal Flotté. Grégory connaissant M. Pascal Flotté beaucoup mieux que moi, je vais lui passer la parole pour vous le présenter. Merci. Merci Président, merci pour votre patience, merci pour votre présence nombreuse qui nous honore et nous encourage. Pascal Flotté, que nous accueillons ce soir, est archéologue professionnel, spécialiste de l'Antiquité. Parmi ses œuvres de jeunesse, on trouve la Bible de l'archéologie régionale, Alsace, alias la carte archéologique de la Gaule, un pavé de 734 pages qui décrit l'ensemble des découvertes des 536 localités barinoises. Donc c'est un spécialiste de l'époque gallo-romaine, quoique l'ouvrage va finalement de l'âge du bronze, l'âge du fer, jusqu'à la fin de l'Antiquité. En tous les cas, si vous ne l'avez pas dans votre bibliothèque et vous vous intéressez aussi à l'ensemble du patrimoine ancien de notre région, je vous recommande cette lecture. Archéologue territorial, Pascal est l'un des premiers à intégrer le PAIR, P-A-I-R, pôle d'archéologie interdépartementale rhénan, devenu depuis 2016 Archéologie Alsace, installé à Célestas, son employeur. Donc Archéologie Alsace est le principal opérateur d'archéologie préventive en Alsace. Outre de nombreuses fouilles et des dizaines d'articles scientifiques, Pascal a été un des pilotes ou copilotes de 2 PCR, projets collectifs de recherche alsaciens, le premier sur le monde rural gallo-romain, qui a débouché entre autres sur une très belle exposition itinérante, au nom très évocateur, Romain des villes, Romain des champs. Ah oui. Et un second PCR fait le bilan des fouilles romaines de Königshofen, donc Königshofen, aujourd'hui faubourg de Strasbourg, mais dès l'époque romaine, faubourg artisanal, à quelques centaines de mètres, lapsus révélateur, du camp légionnaire romain de Strasbourg, Argentoratum, où il fouille d'ailleurs actuellement. Vous avez vu la météo qu'il y a en ce moment. En tous les cas, il est en pleine forme, il n'a pas encore éternué. Merci Pascal du temps que tu as bien voulu nous consacrer pour préparer cette conférence. Merci pour ton amitié fidèle et bonne soirée, bonne conférence à chacune et chacun d'entre vous. Merci Grégory. Bonsoir à tout le monde. Je suis ravi d'avoir été invité. J'ai un retour en fait. Il n'y a pas un retour? C'est normal. Donc, je suis ravi d'avoir été invité pour présenter les hameaux du secteur de la Bruche. Le secteur de la Bruche, c'est vraiment un secteur qui a une actualité très foisonnante du point de vue de la recherche archéologique. Il y a énormément de fouilles, de projets de recherche, et depuis plusieurs années, ce secteur fait l'objet de
projets collectifs de recherche. Le premier, le PCR Bruche, qui était coordonné entre 2008 et 2016 par Grégory Oswald et Georges Triantafylidis, et qui a porté sur l'occupation du sol de la préhistoire jusqu'à l'époque romaine. C'est vraiment normal que j'ai un retour sur le... Okay. Vous l'entendez bien? Oui. Non, parce que je m'entends en décalé, donc c'est un peu gênant. Voilà. Et donc les données qui ont été collectées dans le cadre de ce projet Bruche ont été réalisées notamment à partir des données de prospection au sol. Donc il y a peut-être parmi vous déjà peut-être des personnes qui ont prospecté au sol de manière intensive dans le secteur de la Bruche et qui vont peut-être reconnaître les sites que je vais vous exposer un peu plus tard. Donc ça c'est le premier projet collectif de recherche qui a eu lieu. Il y a eu un deuxième projet collectif de recherche qui a été fait en parallèle entre 2010 et 2014. Donc Grégory Oswald vient juste d'en parler, et qui s'intitulait Monde rural gallo-romain en Alsace. Et ce projet collectif de recherche, en fait, a été initié, ou en tout cas a vu son origine dans les découvertes réalisées dans le cadre de fouilles d'archéologie préventive qui ont été menées dans l'ensemble du secteur de la Bruche. Quand je parle du secteur de la Bruche, ça va en gros de Strasbourg jusqu'à Rosheim, au Bernay. Et donc, à cette occasion-là, dans le cadre de fouilles préventives, on a eu affaire à des sites archéologiques tout à fait nouveaux, qui se matérialisent par la présence de caves. Donc en moyenne, on a 11 caves par site, et qui sont réparties spécialement sur 100 à 200 mètres de distance, et dont la datation est comprise entre la seconde moitié du IIe siècle et le milieu du IVe siècle après Jésus-Christ. Donc c'est ça que je vais vous présenter. Ce sont ces sites tout à fait nouveaux pour la région. Et ces sites, nous les considérons comme des habitats groupés et qu'on interprète aussi comme des hameaux paysans. Donc c'est vraiment une actualité toute récente, dans la mesure aussi où en fait la présentation que je vais vous faire là, ça reprend en plus développé une communication qui a été faite de manière collective, comme vous pouvez voir dans la fiche là, dans le cadre de l'association Aguerre, qui est une association française consacrée au monde rural gallo-romain. Et c'est une association qui organise un colloque tous les 2 ans, donc sur le territoire national, avec généralement une partie qui est consacrée à une thématique et une autre partie liée à l'actualité. Et le colloque de 2022 s'est tenu pour la première fois en Alsace, à Saverne. Et la thématique retenue portait justement sur les villages et hameaux en Gaule et dans les régions voisines entre la période de l'Athènes et la fin de la période romaine. Donc ça a permis aussi de revenir sur des sites assez emblématiques, notamment des hameaux vosgiens, dont le plus connu, et peut-être que vous l'avez entendu parler, celui du Wasserwald, donc à Aigen, près de Saverne. Alors, après une brève introduction géographique, donc la première partie de la communication sera consacrée à la présentation de ces habitats ruraux, en nous appuyant sur un corpus de 5 sites. Et en seconde partie, nous nous intéresserons aux activités identifiées sur ces sites. Donc, tous ces sites sélectionnés se situent dans la plaine d'Alsace, donc à l'ouest de Strasbourg, dans le secteur de la vallée de la Bruche. Donc, sous cette carte des formations superficielles de l'ouest de Strasbourg, les sites dont je vais vous parler sont pointés en rouge. Et donc, sur la carte, ce que vous voyez, donc, c'est les formations superficielles, donc en marron orange et marron clair, c'est des couvertures leuciques. En gris, les secteurs d'alluvions. Donc, le site de Viversheim, donc lui se situe dans le Korsberg. Les sites d'Altorf et de Geispolsheim se situent au sud de Korsberg, dans la vallée de la Bruche. Les sites d'Aubernay et de Rosheim donc, se situent dans le secteur de la terrasse leucique de Walf et du Ried de Landlo. Alors à ce corpus de 5 sites,
Donc on a joint ponctuellement d'autres sites qui ont été fouillés plus récemment, mais dont on n'a pas encore complètement tous les résultats, notamment à Holzheim et à Gespolsheim, donc sur un site voisin de celui que je vous parlais. Les ressources de cette zone sont particulièrement riches d'un point de vue agricole, et au sud du tracé de la Bruche, à l'est de l'Aisne, se développent de nombreuses zones humides, actuellement drainées, mais parfois marécageuses, propices à l'élevage. Le réseau hydrographique de cette zone est dense, et il converge et conflue actuellement avec l'Ille et le Rhin à hauteur du site de Strasbourg. Alors, à partir de la fin du 1er siècle, ce secteur de la plaine se situe dans la province de Germanie supérieure. Strasbourg accueille alors durablement la 8e légion à l'arrière du Limès, dit germano-rétique, donc sur la carte de gauche, donc en vert. Après l'abandon du Limès, à partir du milieu du 3e siècle après Jésus-Christ, Strasbourg se situe à la frontière de l'Empire et appartient à la nouvelle province de Germania I, créée en 297 après Jésus-Christ. Donc chose que nous connaissons bien par les sources. Nous nous situons a priori dans une zone économiquement développée, compte tenu de l'importance du site de Strasbourg. Donc nous sommes en quelque sorte dans l'arrière-pays de ce grand site. Et la concentration de plusieurs centres de production céramique. Donc, je pense que Juliette a eu l'occasion d'en parler la dernière fois. Donc, de céramique sigillée et de céramique commune donc dans tout ce secteur, est certainement un très bon indicateur du niveau de développement économique de ce secteur. Alors, je vous invite maintenant à faire connaissance avec ces sites, à commencer par le premier de cette catégorie, qui est fouillé, identifié dans la plaine, le site de Rosheim, lieu-dit Mittelfeld, donc qui a été mis au jour dans le cadre de l'aménagement de la zone d'activité du Rosenmeer. Donc il a été observé à l'occasion de plusieurs fouilles successives, réalisées entre 1998 et 2005, sur 2,6 hectares. Il est situé sur le versant sud d'une petite colline, dont la pente très adoucie vient border la petite rivière du Rosenmeer. Seules ses limites sud et nord sont connues. La fouille réalisée en 2002, donc la plus récente, la plus dense en vestiges, a permis de distinguer 6 phases de développement de l'habitat, et nous nous appuyons ici sur ce phasage pour le présenter. Alors pour ne pas être trop long, là je vous présente juste une phase sur le site. Au préalable, juste dans la phase précédente, celle qui est présentée, le site démarre milieu 2e siècle, puis s'étoffe fin 2e siècle, début 3e siècle, avec l'installation de plusieurs caves. Dans la phase 4, dans la seconde moitié du 3e siècle, on distingue 3 pôles. Dans le pôle Est, on note l'existence de 2 caves, auxquelles s'ajoute un bâtiment sur poteau, un séchoir et un puits. Donc je reviendrai sur ces catégories d'équipements plus tard. Dans le pôle ouest, une cave associée à une cabane excavée, et un pôle au nord, donc avec une cave et une cabane excavée. Donc le site comprend encore plusieurs pôles, ensuite dans la phase 5, de la première moitié du 4e siècle, et il est abandonné dans la seconde moitié du 4e siècle. L'habitat d'Altorf, lieu-dit Burgweg, a été fouillé en 2013 à l'occasion de la construction du lotissement de la route des Romains, donc sur une superficie de 1,4 hectare sur 3 secteurs. Il se situe à 2 km au nord-est du site précédent de Rosheim-Mittelfeld. Il s'étend entre le Mühlbach, bras secondaire de la Bruche, et la voie romaine reliant Strasbourg au col du Donon. Alors, si ces limites sont bien établies au nord et à l'ouest, il se poursuit à l'est et au-delà de l'emprise de la fouille. Donc ce n'est pas un site totalement complet. La fouille a révélé une occupation s'échelant de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ jusqu'à la fin du 7e siècle après Jésus-Christ. La phase romaine la plus dense, phase 2, donc celle qui est présentée ici, comprend au moins 3 pôles composés de caves
de puits et d'un séchoir fumoir notamment. Alors je reviendrai plus en détail plus loin sur la description de ces différents pôles. Ensuite, on a de rares vestiges du 5e siècle, avec une cabane excavée et une fosse de stockage, donc qui témoignent encore d'une persistance discrète de l'occupation. Puis, sûrement après un hiatus assez important, on a un habitat groupé du haut Moyen-Âge, qui comprend de nombreux bâtiments excavés, des fosses de stockage, et donc de l'aube du 6e siècle jusqu'au milieu du 7e siècle. Et ça, c'est juste à titre indicatif, puisque ce n'est pas le sujet de mon propos. Le site d'Aubernay, Neuenbrunnen, a été exploré en 2013, donc avant la mise en place d'une plateforme d'activité économique, donc fouillé sur 7,5 hectares. Il se situe au nord-est de l'agglomération actuelle de Bernay et dans un secteur densément mis en valeur au cours de l'Antiquité. Donc il occupe voilà, des sols leuciques et sableux, il est juste situé en contrebas des sommets vosgiens. Les investigations ont permis d'observer des vestiges s'étalant du Paléolithique à l'époque contemporaine. L'occupation romaine, qui prend place sur un établissement de la fin de l'âge du fer, s'étale du 1er siècle au 5e siècle après Jésus-Christ. Comme pour le site précédent, la fouille n'a pas permis d'observer l'occupation antique dans sa totalité, car elle déborde largement en dehors des limites des fouilles. Et donc là sur la diapositive, donc c'est la phase de la fin du 2e siècle, 3e siècle après Jésus-Christ, donc qui voit l'apparition de plusieurs structures, dont 5 ou 6 caves, donc, des latrines et un petit ensemble thermal. Alors cet ensemble thermal est vraiment remarquable pour ce type d'établissement. Il se compose de 2 ensembles, l'un de 24 mètres carrés, où se placent en enfilade différentes pièces chauffées, ici, oui, et l'autre attenant de 42 mètres carrés qui dispose d'un système de chauffage à canaux rayonnants et qui comprend peut-être qu'une seule salle. L'habitat de Geispolsheim le dit Schwobenfeld. Donc c'est un habitat qui a été observé à l'occasion de 2 fouilles d'archéologie préventive contiguë sur une superficie de 3 hectares, donc en 2006 et en 2008-2009. C'est un site qui est localisé à 5 km à vol d'oiseau de Strasbourg. Il est établi sur la rive sud d'un ancien chenal qui correspond à un ancien bras de la Bruche, qui était actif aux périodes néolithiques et protohistoriques, et peut-être encore jusqu'à l'époque romaine. Donc la fouille a bien mis en évidence il y a plusieurs périodes d'occupation du néolithique à nos jours. La surface fouillée, idem que les autres précédents, ne rend pas compte de la totalité de l'occupation antique, puisque les limites ne sont pas connues ni au sud ni à l'est. Et puis, il y a encore quelques années, on voyait encore de la céramique qui était visible sur les champs limitrophes. Donc c'est un site beaucoup plus vaste qu'il n'y paraît. La phase de la seconde moitié du 2e siècle, première moitié du 3e siècle, celle qui est montrée ici sur la diapositive, est composée au nord de 6 caves qui se développent linéairement sur plus de 100 mètres. À 90 mètres au sud, au-delà d'un espace qui apparaît relativement vide de structures excavées, on trouve 2 autres caves qui participent peut-être d'un autre alignement. Donc je reviendrai plus en détail un peu plus loin sur ce site également. Le dernier des 5, c'est le site de Wiversheim, dans la zone d'activité du Korsberg, qui a été fouillé en 2006. Et il se situe sur le versant sud d'une colline leucique du Korsberg, au pied de laquelle coule le petit cours d'eau du Pletzerbach. Et donc, compte tenu des fenêtres de fouilles réduites, les limites des habitats successifs n'ont été atteintes dans aucune direction. Sur la diapositive, là, ici, l'habitat de la seconde moitié du 2e siècle, première moitié du 3e siècle après Jésus-Christ, donc qui est la deuxième phase du site, comprend 6 caves qui se développent linéairement en bas de pente sur une 60aine de mètres d'est en ouest, auquel il faut ajouter 4 fosses, ainsi qu'un ou plusieurs fossés. Donc voilà, c'est déjà une première introduction pour que vous ayez un peu ces sites dans l'œil. Alors maintenant, je vais passer à quelque chose de plus global en vous parlant
en essayant de vous présenter mais de quoi ces sites sont-ils faits exactement. En premier lieu, de caves, qui sont plus ou moins proches les unes des autres. Donc c'est vraiment une des signatures de ces sites. Et d'ailleurs, s'ils n'en comportaient pas, les autres vestiges ne permettraient pas eux seuls de détecter ces sites qui resteraient donc totalement invisibles. Donc c'est vraiment le marqueur archéologique en fait, de ces sites. L'espace interne de ces caves est de superficie variable, hein. Cela va de 2,6 m² à 13 m². Donc j'entends par cave vraiment une pièce rectangulaire, une pièce souterraine aménagée, pardon. Et donc la plupart des caves étaient probablement aménagées avec un dispositif de planches dont il reste peu de traces. Et d'ailleurs on ne recense qu'une seule cave maçonnée sur l'ensemble du corpus des caves. La majorité des caves, quelles que soient leurs dimensions, sont dotées d'escaliers dont les marches sont taillées dans le substrat. Et pour celles qui n'en disposent pas, l'utilisation de marches ou d'une échelle en bois est plausible. Pour la moitié des caves de chacun des sites, qu'elles soient petites ou grandes, on observe des fosses destinées à caler des contenants. Et sur la base des caves seules, le développement optimal des sites est associé à la phase qui présente le plus grand nombre de caves, donc il s'établit entre 6 et 9 selon les sites. Et nous partons du présupposé qu'à une cave correspond au moins un bâtiment. Sachant que, et ça c'est important de le dire aussi, c'est qu'on a des caves, mais on n'a pas les traces archéologiques des bâtiments auxquels elles appartenaient. Donc là, on suppose que l'architecture on a des fondations sur Solin, ou bien des blocs de grès. Donc, en tout cas, c'est des bâtiments en bois dont on n'a plus aucune trace. En tout cas, c'est des techniques de construction qu'on peut voir en contexte urbain, donc de manière plus fréquente, mais qui probablement étaient arasées par les labors successifs. Donc ces caves sont les principales pourvoyeuses de mobilier, donc qui provient soit des niveaux de sol des caves, soit parfois de niveaux d'incendie ou d'abandon. Mais voilà. Donc voilà pour les caves. On dénombre également entre 1 et 7 puits par site. Donc la plupart n'ont pas été observés intégralement, hein, compte tenu de leur grande profondeur, et donc des moyens de fouille qui étaient à notre disposition. Parce que c'est assez compliqué techniquement de fouiller des puits, surtout s'ils sont de grande profondeur, si bien que leur architecture n'est pas encore bien connue, leur chronologie précise non plus. Sur 4 sites sur 7, on a identifié un séchoir, comme celui qui est présenté ici, là, celui de Rosheim. Je reviendrai sur ce type d'équipement. Dans un cas, donc, aussi, j'en ai parlé avant, un petit ensemble balnéaire à Aubernais. Donc généralement, peu de bâtiments détectés, à part quelques bâtiments sur poteaux. Et il y a peu de sites qui livrent des éléments permettant de connaître la structuration de ces sites, fossés ou chemins par exemple. Et donc, la façon dont on a de dater les différentes phases de ces sites repose en grande partie sur le mobilier céramique, qui est vraiment le marqueur chronologique de base pour nous, archéologues, et donc qui est issu du comblement d'abandon des caves. Donc parfois, le plus souvent, on ne sait pas vraiment ce qu'on date. Est-ce que c'est l'abandon, la dernière durée d'utilisation, ou encore autre chose? Si bien qu'on prend le parti, donc en l'absence d'autres éléments, d'associer des phases de mobilier avec des moments d'activité du site. Donc, cela conduit donc à parfois des coupures un petit peu artificielles, comme ce que je vous ai montré entre les phases. Donc on ne sait pas toujours si tous les vestiges d'une phase sont vraiment ont été fonctionnés ensemble en fait. Mais ça reste vraiment ça reste imprécis et comment dire peu on n'a pas d'attestation stricte. Donc comme on l'a fait pour définir des pôles aussi que j'ai commencé à aborder tout à l'heure, donc pour l'exemple de Gaspelsheim, donc pour chacune des phases définies, on a déterminé des pôles. Comme vous pouvez le voir sur l'image ici. Donc un pôle, pour nous, là, il s'agit d'un groupe de structures délimitées dans l'espace, comportant souvent une seule cave ou un groupe de caves. Donc là, vous pouvez le voir dans le pôle 1 ou le pôle 3 avec plusieurs caves, parfois accompagnées dans un environnement proche d'un puits. Donc
les puits sont, je crois, indiqués, de fosses diverses, voire d'un bâtiment sur poteau. Dans le cas présent, donc là on est à Gaspolsheim, on est en fin 3e siècle, 4e siècle, les amas de mobilier, donc on retrouve à côté dans cette zone-là de la céramique en amas ou des grandes zones d'amas de mobilier qui donnent le même signal chronologique, donc ils sont dans la même veine chronologique, et donc en positionnant tout ça, on voit la cohérence en fait des structures d'équipement qu'on peut identifier et les mobiliers, et donc à partir de là distinguer clairement un pôle avec des aires étendues denses de structures et d'amas. En ce qui concerne l'organisation des habitats, alors je vais prendre d'abord l'exemple d'un groupement. Alors je vais reprendre la définition qu'utilisent les géographes donc pour définir des villages. Donc d'abord l'exemple d'un groupement en ordre lâche à plan linéaire, donc avec l'exemple de Gaspolsheim-Jobenfeld, milieu 2e, milieu 3e siècle. Donc là, les pôles sont nettement séparés. Ils se déploient linéairement sur au moins 2 rangées. Donc là, on voit au nord 3 pôles, 6 caves, pôle 1 à 3, qui se développent linéairement sur plus de 100 mètres. À 90 mètres au sud, au-delà d'un espace relativement vide de structures excavées, se trouvent 2 autres pôles, 5 et 6, qui participent peut-être d'un autre alignement avec le pôle 4. Donc, je vais vous énumérer très vite les choses. Le pôle 1, donc il y a 2 caves et une fosse. Le pôle 2, une cave et 2 puits. Le pôle 3, 2 caves et une fosse. Pôle 4, on a un tissulage de fosses et de petits amas de mobilier. Pôle 5, une cave avec fosse. Et puis, le pôle 6, une cave et une fosse. Le pôle 7, une cave avec d'autres petites fosses dans le voisinage. Autre type de groupement, le groupement en tas. Donc, ça concerne des habitats qui ne sont pas organisés par les axes directeurs. Donc ça, ici dans l'exemple d'Altorf, la marque, là, qui est dans la partie centrale, pourrait éventuellement constituer un élément central de ce site qui comprend 4 à 5 pôles. Donc, pour faire vite, le pôle 1, qui comprend une cave, un foyer, un four, ainsi qu'une fosse de stockage. Le pôle 2, 3 caves, avec dans le voisinage une cave excavée, 2 fosses, et à côté d'une autre cave qui a livré des indices d'atelier de travail du fer, on dénombre un four et une éventuelle fosse de stockage. À plus de 50 mètres à l'est, le pôle 3, donc qui regroupe 3 caves et un séchoir fumoir. Les 2 caves sont associées à une batterie de 3 fours avec l'horaire de service et à des fosses diverses. Donc on a un puits non daté dans cette période-là. Plus loin, une autre cave et des éventuelles fosses de stockage voisines qui peuvent matérialiser l'existence d'un 4e pôle. Et dans le même ordre d'idée, il n'est pas exclu qu'il y ait en fait un autre pôle qui se développe plus au nord. Donc voilà pour l'organisation qu'on peut nous déceler à travers les vestiges archéologiques conservés. Au niveau des trajectoires, c'est-à-dire la façon dont ces sites évoluent dans le temps, je reprends donc l'exemple des mêmes sites. Maintenant que vous êtes familiarisé un peu avec ces plans, donc on a pour la trajectoire d'Altorf, Burgweg, donc 1er siècle extrêmement discret. Au milieu du 2e, milieu 3e siècle, le site est réparti en 2 pôles. Donc c'est sur le plan de gauche. Donc avec le pôle 1, 2 caves, avec une fosse d'extraction. Le pôle 2, une cave et une grande fosse. Et puis dans la partie ouest de la fouille, il y en a juste un four. Plan de droite, c'est la phase milieu 3e, milieu 4e siècle que j'ai décrite il y a 3 diapositives. Pour le site, pour la trajectoire de Gaspolsheim, Schobenfeld, 1er siècle extrêmement discret, donc on n'a pratiquement pas de choses, et le site vraiment démarre milieu 2e, milieu 3e siècle. Plan de droite, on a la phase fin 3e siècle, milieu 4e siècle, qui comprend 7 caves réparties en 4 à 6 pôles. Ça, c'est sur le plan de droite. Ouais. Donc, pôle 1, 2 caves et un puits. Le pôle 2, une cave, un puits. Le pôle 3, 4 caves et 2 fosses, avec un puits. Le pôle 4, une cave et 3 fosses, avec 2 puits. Le pôle 5, une
à droite. Le pôle 5 concerne une petite nappe de matériaux avec des fosses, de nombreuses fosses qui sont non datées. Donc vous voyez, il y a plusieurs pôles qui se dessinent très distinctement. Donc tous les sites considérés, là, que je les ai présentés, sont des créations à partir de la seconde moitié du XIIe siècle, en tout cas à l'échelle des fenêtres de fouilles. Le 1er siècle est singulièrement absent, donc on a juste un petit peu de vestiges mobiliers, mais qui sont très rares. À partir de la seconde moitié du XIIe siècle, on observe les premiers développements, puis une montée vraiment en densité au IIIe siècle. Et ils atteignent leur optimum dans le IIIe siècle après Jésus-Christ, donc optimum qui se prolonge pour certains jusqu'au milieu du IVe siècle après. Donc la durée de ces établissements, en moyenne, c'est 1 siècle et demi environ. Et dans tout ça, on note l'absence de villas, parce qu'en fait, le modèle dominant de ce qu'on connaît pour le monde antique et dans le monde rural, en fait, c'est la villa qui est généralement le type d'habitat le plus courant. Et là, ici, on note tout à fait l'absence de ce genre de choses-là. Donc c'est pour ça qu'on a posé l'hypothèse d'être dans un système d'habitat groupé, et donc de poser l'hypothèse de hameaux paysans. Alors, après avoir fait cette présentation des sites dans leur côté, disons, du point de vue du plan, de leur organisation, de leur trajectoire, là je vous présente les activités qu'on a pu identifier sur ce site-là. Alors, sur l'ensemble des sites, des 5 sites que je viens de vous présenter, on dispose de quelques enregistrements carpologiques. Donc, carpologiques, c'est-à-dire tout ce qui concerne les restes végétaux, que ce soit sous forme de semences, donc de graines carbonisées, ou de noyaux par exemple. Donc on a des enregistrements carbologiques, mais qui sont plus souvent assez ponctuels. Donc on a encore beaucoup de chemin à faire pour développer ces données-là. Et on compte justement pour les prochaines fouilles pour développer ces analyses. En tout cas, on peut quand même dire, pour les sites présentés, et en y incluant les dernières fouilles récentes, que la polyculture est représentée principalement par la céréaliculture. Donc les principales céréales sont l'orge, le blé vêtu, comme l'épeautre et le blé nu. Les céréales secondaires sont les millets et le seigle, et les légumineuses font partie des plantes cultivées, mais sont moins bien représentées. Donc il y a du pois, de la lentille, de la févrole, de la geste cultivée, qui apparaît notamment à Rossheim. Parmi le panel des cultivés, on a les oléagineuses qui sont timidement perceptibles, comme le lin, le pavot, le chanvre. Et quant aux fruits, la diversité est de mise, avec des fruits cueillis. Alors pour certains, on a des doutes quant à leur culture locale à l'époque romaine. Donc, je parlais de la vigne, du pêcher, du figuier, du noyer, du melon, la gourde, calebasse. Donc toutes ces variétés, en fait, ne sont pas. On n'a pas d'attestation que c'était vraiment cultivé à grande échelle au niveau local. Par exemple, pour la vigne, par exemple, les premières attestations de culture vraiment de la viniculture, c'est par exemple dans le courant du 1er siècle, dans certaines régions de France actuelle. Mais pour l'Alsace, on ne le sait pas, on n'a pas encore d'attestation. En tout cas, on peut supposer que c'est le cas, mais on n'a pas encore de preuves matérielles. On a des éléments pour l'époque tardive, par exemple, dans le Rhin inférieur, mais pas dans notre région. En ce qui concerne l'outillage agricole, donc on dénombre 9 outils agricoles et 5 objets en lien avec l'élevage. Et parmi les objets utilisés, on a une bêche pour le labour manuel à Viversheim, une dent de râteau, donc on fait avec ce qu'on a, une dent de râteau à Viversheim, 4 exemplaires d'échardonnoirs à lame au tranchant transversal. Donc l'échardonnoir, ce qui est indiqué là-haut, c'est un objet qui est vraiment assez typique de tout le secteur de ce secteur du Rhin supérieur, parce qu'en fait c'est un outil qui servait qui avait un manche et qui
servait à enlever les racines des chardons. Une faucille complète, découverte dans une cave du IVe siècle à Gasfolsheim, qui illustre la récolte voilà, des végétaux. 2 outils probablement destinés à lier les gerbes de céréales à Rosheim et à Wiversheim. Donc c'est des andouillés de cervidés, donc qui sont munis d'une encoche et puis d'une perforation, et une paire de forces, donc c'est sur l'image de gauche à Wiversheim, donc pour la découpe de végétaux ou bien de matière animale comme la laine de mouton. Le travail du fer est identifié sur 3 sites. Alors on ne peut pas préciser le type d'objet produit, mais on peut au moins présupposer l'entretien, l'outillage et éventuellement la fabrication d'objets, mais vraiment pour des besoins locaux. Donc à Rosheim par exemple, on a, alors j'ai pas d'image hein, pour ça, mais en tout cas on a un bâtiment qui est interprété comme une forge, donc avec un bâtiment sur poteau, avec l'emplacement d'un billot, support d'enclume. Voilà, donc cette activité-là est datée du milieu 2e, milieu 3e siècle, avec pas mal de bâtitures, de parois de four, de culots de forge, etc. À Gasfolsheim également, on a des traces d'entretien d'outillage et même des essais de fabrication d'objets qui sont assez rudimentaires. Et puis donc à Altorf aussi, enfin des lots importants de scories, voilà, de tout ce qui est déchets de forge. Les séchoirs aussi fait partie des structures d'équipement de 4 sites sur 7. Et il s'agit de petites constructions, donc quadrangulaires, donc par exemple de 2,50 m à 3,50 m de côté, hein, et qui sont matérialisées par des bases de murs en blocs de pierre assemblés sans mortier et conservés sur 1 à 3 assises. Donc là, on a des installations à chambre basse ou des plein pieds, représentées à Rosheim et Holzheim. Donc à Rosheim, on a une chambre de chauffe basse, dont le sol est dallé par des fragments de tuiles et il est entouré de canaux de chaleur périphériques, donc, dans lesquels sont installés des piquets destinés à soutenir la couverture. Donc voilà. Donc, ce type d'équipement servait en fait à sécher les. En fait, il y a deux possibilités qui ne s'excluent pas. Hein. Donc ça peut servir à sécher les céréales ou bien aussi à fumer la viande. À Holzheim, donc on a un creusement, à droite on a un creusement quadrangulaire dans lequel ont été disposées 2 rangées parallèles de tuiles, disposées de manière à former un soutènement, et dans lesquelles ont été ménagés 4 évents de chaque côté. Donc le niveau de sol de cette chambre de traitement est composé de gravier induré, et à l'avant de cet aménagement, donc on a un trou de poteau d'une profondeur d'un mètre environ 40 cm qui est installé, qui fait partie de l'installation. Enfin, des installations à chambre surélevée, donc à Altorf et à Wiversheim. Et comme indication, on a simplement à Holzheim des restes de céréales, de l'orge notamment, et de légumineuses qui ont été identifiées. L'ensemble de balnéaires d'Obernai, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a pu servir aussi de séchoir. Voilà, donc c'est une possibilité, en plus d'être un complexe thermal. On a découvert également de matériel de mouture, et notamment du matériel de mouture, donc des meules de grand diamètre, hein, donc qui servaient à moudre le grain. Par exemple, ici, on a une meule de grand diamètre dont on suppose qu'il était actionné soit par un animal, soit par un moulin hydraulique. La fonction avérée pour les caves, c'est le stockage, hein, c'est de denrées alimentaires, hein, parce qu'on ne serait-ce qu'avec les fosses de calage qu'on a, donc c'est des fosses qui permettaient de caler des contenants, hein, notamment comme des amphores, donc qui permettaient de stocker du grain, des liquides, etc. Et donc on a aussi des indices de stockage de céréales, hein, donc par exemple à Wiversheim, donc on a par exemple des légumineuses qui étaient conservées dans une amphore à Rosheim, ou un stock d'orge aussi dans une cave à Holzheim. Donc d'autres ont livré de l'outrillage agricole, hein, comme c'est le cas ici sur la photo à droite, là, ici avec la faucille,
à Gaspolsheim. Et puis donc, pour la fonction des bâtiments sur poteau, elle reste indéterminée, mais pour le moment, il s'agit d'annexes agricoles qui ne permettent pas on ne peut pas en préciser davantage. En ce qui concerne l'élevage, on a la triade domestique bœuf, porc et ovidé. Donc c'est vraiment au cœur de l'alimentation carnée au sein de cet établissement. Et le bœuf est vraiment le principal pilier. C'est l'espèce qui livre le plus grand nombre de restes. Donc, et donc le bœuf arrive toujours, que ce soit en nombre de restes ou en masse, dans tous ces sites. Et donc les autres espèces identifiées, ce sont les équidés, la volaille et le chien. Et une tendance globale se dégage. Avec le temps, la part des grands animaux diminue au profit des moyens. Malgré cela, le bœuf reste à chaque fois la première ressource carnée. Donc, d'une manière générale, d'après les études archéozoologiques, les animaux semblent bénéficier de bonnes conditions d'élevage, probablement grâce aux connaissances agronomiques qui étaient particulièrement développées à l'époque romaine. Et on note d'ailleurs qu'il y a la présence d'animaux qui ont vécu jusqu'à un âge assez avancé. Donc l'animal, bien sûr, ne fournit pas que de la viande. Donc concernant l'alimentation, on extrait aussi de la moelle et de la graisse des os, les graisses qui peut être aussi utilisée à des fins artisanales. Donc bien sûr, l'animal est utilisé pour sa force soit pour porter, pour tracter, etc. Et donc ça, on peut avoir des indications sur les traces laissées sur les os. Et donc si on évoque souvent le travail des matières dures animales, donc l'os, le corps, le bois, pour la fabrication d'objets tout petits, c'est moins souvent que l'on pense à la peau, la laine, les plumes, donc qui sont également des ressources animales à mettre en évidence. Enfin, il faut mentionner les productions animales telles que les œufs, dont on retrouve des coquilles, ou le lait. Donc la recherche et l'utilisation de ce dernier produit sont fréquemment mises en évidence. Ouais, ça, je veux oublier de passer cette image. Donc ça, c'est pour illustrer l'archéozoologie. Et donc, parmi les artefacts qu'on découvre, pas si fréquemment que ça, mais on en trouve quand même, donc, ce sont des faisselles, donc liées à la production du fromage. Pour parler juste encore des animaux, donc la chasse vraiment semble assez peu, n'est pas très représentée, hein. Donc on a peu de restes de gibier sur les sites. Bon, néanmoins, il y a une petite part qui témoigne quand même qu'on souhaite compléter, diversifier l'apport carné des espèces domestiques. En ce qui concerne les monnaies maintenant, parce qu'en fait on est donc dans l'économie romaine qui est vraiment une économie d'échange, qui est une économie monétaire extrêmement développée, où on produit beaucoup d'artefacts, etc. Et donc la monnaie, c'est vraiment l'outil d'échange emblématique de cette période, qu'on n'a pas avant et qu'on n'a pas encore après, où il faut attendre vraiment la fin du Moyen-Âge pour arriver au même niveau qu'à l'époque romaine. En tout cas, les premières données chiffrées donc sous forme de graphique ici, hein, donc en abscisse, vous avez les années, et en ordonnée, là, donc le nombre de monnaies découvertes sur ces sites. Donc, on a quand même globalement une faible quantité de monnaies. Donc, on a juste 70 monnaies sur l'ensemble de tous ces sites-là. Et donc, on a des graphiques qui relèvent. La première chose qu'on voit, c'est qu'on a les mêmes pics, en fait, pour tous les sites. Et qui montre, voilà, que les périodes les plus marquées en côté de monnaie et le dynamisme monétaire de chaque site. Donc on peut constater que sur cette courbe, le 1er siècle est faiblement monétarisé, donc on a très peu de monnaie de cette période-là, ce qui rejoint l'absence ou la présence extrêmement discrète du 1er siècle en termes de vestiges. Le 2e siècle,
qui montent un peu, mais qui restent encore assez faibles. Et puis on a vraiment ces pics au IIIe siècle et vers le IVe siècle. Donc on est vraiment dans l'optimum de ces sites. Donc c'est ce qu'on constate aussi avec la céramique. Donc on a vraiment une corrélation entre de tous ces mobiliers-là, céramique, monnaie, qui montre que le pic de ces sites se situe entre le IIIe siècle et le IVe siècle après Jésus-Christ. Et puis avant de terminer, je voudrais vous parler d'un objet qui apparaît vraiment comme une signature vraiment très typique de ces établissements. C'est ce qu'on pense être le patin à glace en os. Donc là, je reprends ici des documents qui ont été produits par mon collègue, maintenant à la retraite, Olivier Putla, et des documents qu'il avait mis dans sa thèse. Donc c'est un objet. Donc on a retrouvé dans pratiquement tous les sites que je vous ai présentés. Donc c'est généralement réalisé dans un métatarse d'équidé, dans la partie de la patte du cheval, et dont la face dorsale est aplanie et lisse sur toute sa longueur. Et quand on observe au microscope les surfaces d'usure, on note des stries longitudinales et des stries obliques. Et la détermination de ces objets, comme patins, s'appuie sur des données expérimentales à partir de patins en os fabriqués dans ce but. Et donc les traces qui ont été relevées en conditions expérimentales montrent de grandes similitudes entre les différentes séries. Alors, il y a plusieurs sites qui ont livré plusieurs exemplaires. Viversheim, on a 3 objets. Donc c'est dans la partie 1 de la diapo, tout en haut. Gespolsheim, pareil, avec 3 objets. Donc c'est la partie 2 de la diapo. Altorf, on a 6 objets, répartis dans 2 phases. Donc la phase du 3e siècle, la fin du 2e, 3e siècle et la fin 3e siècle. Et Rosheim, on a 8 objets. Donc l'usage des patins en os est documenté par de nombreux exemples historiques, iconographiques, ethnographiques, archéologiques et confortés par l'archéologie expérimentale. Et l'usage de patins en os est attesté dès l'âge du bronze dans les plaines d'Europe centrale et orientale. Cependant, les découvertes de patins rudimentaires, qui sont non munis de dispositifs de fixation, semblent plutôt se rapporter aux périodes historiques, donc qui vont croissant de l'Antiquité au Moyen-Âge. Alors la carte de localisation des patins en os recensés en Europe pour l'Antiquité montre qu'ils sont principalement relocalisés en Europe centrale. Les patins arrivent par l'Alsace depuis l'Europe centrale au cours de l'Antiquité tardive, puis se diffusent vers le nord. Et en fait, au Moyen-Âge, on aura la carte se remplit partout, quoi. De diverses travaux de synthèse, il ressort que tous les objets présentés l'aspect de patin n'en ont pas nécessairement la fonction. Donc il y en a il peut s'agir de raccord, de polissoir, ou même de radisseur de filets de pêche. En tout cas, pour ceux que je vous ai présentés, l'hypothèse la plus vraisemblable, en tout cas plausible et en tout cas mieux argumentée, c'est que ce sont bien des patins. Et donc c'est bien l'étude microscopique des surfaces d'usure, des stries qui les marquent, et non la présence ou non d'un dispositif de fixation qui permet la détermination des patins. Les patins en os résultent d'un artisanat domestique qui ne nécessite pas de compétences spéciales. Donc, et la graisse osseuse qui soigne des métapodes améliore réellement la qualité de glisse des patins à la manière d'un phare, quoi. Et la largeur de la facette de patinage en contact avec la glace est proportionnelle à la durée pendant laquelle le patin a été utilisé. Donc ça, c'est des données expérimentales. Donc, dans certaines régions marécageuses, aux proximités de plans et de cours d'eau, le patinage semble avoir été une manière rapide de voyager, avec un très bon rapport entre la puissance investie et la distance parcourue. Voilà. Donc les patins arrivent par l'Alsace, depuis l'Europe centrale, donc au cours de l'Antiquité tardive, puis se diffusent vers le nord. Donc il semble vraiment s'agir ici d'un marqueur à la fois fonctionnel et culturel. Alors, en conclusion, je dirais que
Donc on a un agrégat pour chacun de ces sites, on a un agrégat de plusieurs unités avec des activités identifiées qui sont essentiellement agro-pastorales. On n'a pas d'artisanat particulier. Quand je parlais de forge, c'est vraiment, semble-t-il, que de l'entretien courant dans le cadre de l'établissement. Il n'y a pas de hiérarchie interne apparente au sein de ces sites et il n'y a pas de villa détectée à proximité. Donc on a une catégorie d'habitat avec des caractéristiques et des signatures similaires. Donc on a une chronologie partagée avec les mêmes pics de développement, des trajectoires très proches. Donc il y a juste des décalages parfois de quelques dizaines d'années. Et puis on a une culture matérielle commune et des mobiliers dans les mêmes proportions. Donc pour nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, on pose l'hypothèse que ce sont des habitats groupés, donc qui n'ont rien à voir avec l'habitat de type villa, et donc des hameaux de type paysan, et donc il semble qu'il s'agisse d'un phénomène bien affirmé dans le secteur de la Bruche, où il apparaît même dominant, et d'ailleurs la plupart des sites qu'on découvre depuis ces 20 dernières années sont pratiquement constitués que de ce genre de cette catégorie d'habitat. Et pour nous, en fait, il semble s'agir d'un phénomène qui est beaucoup plus étendu qu'il n'y paraît. Donc, par exemple, on a l'exemple des hameaux vosgiens. Donc là, on sait, on a des habitats groupés dans le secteur vosgien. Au départ, on pensait que c'était des hameaux en marge du monde romain, etc. Mais en fait, ce sont des sites tout à fait bien intégrés dans l'Empire romain. Et donc, ils traduisent certainement un habitat groupé, justement, que dans les secteurs un peu plus difficiles, mais en tout cas qui relèvent d'un même phénomène plus largement étendu dans la plaine d'Alsace. Et preuve en est qu'on découvre d'autres sites. Par exemple, ici, on a à Steinbourg, donc au lieu-dit Altenberg, on a un site tout à fait remarquable qui montre, alors dans un premier état, une villa, qui ensuite, du 1er siècle au 2e siècle, donc là, en haut à gauche, ici. Donc on a un établissement de type villa, donc je dirais classique par rapport à ce qu'on connaît du modèle de l'occupation du sol donc, dans le monde romain et dans les secteurs des provinces occidentales de l'Empire romain. Et puis, à partir de la fin du 2e siècle et du 3e siècle, on a l'apparition en fait alors que la villa semble vraiment déclassée, c'est-à-dire qu'elle est abandonnée, on a l'apparition de différents pôles. Et à chaque fois, vous pouvez constater que ces pôles sont constitués de plusieurs bâtiments. Donc avec un bâtiment principal, avec un emplouc, par exemple, complètement à gauche dans le pôle 2, vous voyez. Et donc avec un bâtiment, il y a un porche d'entrée, et il y a un puits. Donc on a une unité vraiment bien marquée, et idem pour les autres pôles. Donc comme en fait un ensemble de petites unités d'exploitation, mais qui sont assez proches les unes des autres. Et ça peut rappeler en fait tout ce qu'on peut avoir dans les hameaux vosgiens aussi, où on a des fermes qui sont distantes d'une cinquantaine de mètres ou d'à peine 100 mètres les unes des autres. Donc on a vraiment là, ici, quelque chose qui peut s'apparenter, alors qui ne se matérialise pas de la même manière, parce qu'ici on a des bâtiments sur poteaux, etc. On n'a pas de cave, mais en tout cas, dans la forme de l'habitat, on a vraiment un habitat de type groupé. Et même dans des secteurs qu'on a fouillés plus récemment, dans un autre secteur de la plaine d'Alsace, là je parle par exemple d'Ensisheim, on a également un site romain qui se développe pareil, avec des pôles bien distincts sur plusieurs dizaines enfin, plutôt, on le voit sur de 100 à 200 mètres de distance, comme les sites que je vous ai présentés. Donc il semble qu'on ait un phénomène beaucoup plus généralisé, en tout cas dans l'Alsace, qu'on le croit, qu'on le pense, et peut-être même à une échelle beaucoup plus large, à l'échelle du Rhin supérieur. Voilà. Ben, je vous remercie.
et de m'avoir écouté. J'espère que c'était pas un cinéma d'RDC trop scandinave, mais voilà, c'est un sujet un petit peu aride, mais voilà l'état de la recherche sur les campagnes du secteur de la Bruche. Je vous remercie. On va voir rapidement de la lumière et en attendant, je vais peut-être poser la première question. Si j'ai bien compris, Monsieur Flotté, si j'ai bien compris, il y a une différence entre ce que Grégory appelait une villa et l'habitat groupé. Est-ce que l'installation sous forme de villas multiples et l'habitat groupé ont été concomitantes ou consécutives l'une à l'autre? Alors, première question. Oui. Alors, pour la plaine d'Alsace, on a des secteurs un peu différents. En tout cas, on a par exemple, dans le sud du Haut-Rhin, des villas qui sont connues, par Absheim, Rexheim, qui ont été le plus fouillées. Et on constate qu'à partir de la fin du IIe siècle, il semble qu'il y ait une déprise en fait, de ces villas-là. Et il se trouve qu'on a également une densification de ce type d'habitat que je viens d'exposer là maintenant. Donc il peut y avoir finalement un croisement en quelque sorte entre une déprise de certaines villas et puis une montée en densité de ces sites-là. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'on suppose. En tout cas, c'est une piste sur laquelle on reste vigilant en fait au niveau des données. Les 4 sites que vous nous avez montrés, locaux, sont des sites qui ont été fouillés à l'occasion de fouilles d'archéologie préventive, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui, c'était dans le cadre de fouilles préventives, oui. D'accord. Oui. Alors est-ce qu'on peut avoir une idée de la densité, évaluer la densité de ces sites dans le secteur? Ou est-ce qu'il faut espérer qu'il y ait d'autres fouilles d'archéologie préventive? Et par exemple, est-ce qu'au moment du contournement du contournement ouest de Strasbourg, on a trouvé de tels sites? Alors oui, pour la densité, ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir croiser avec les données de prospection au sol qu'a mené le groupe qui a travaillé sur le PCR Bruche, parce que là on pourrait même... alors il y a Antonin Nusslein qui a fait une thèse et qui a repris des éléments de la Bruche et qui estime qu'il y a à peu près une quarantaine d'établissements de ce type-là dans notre secteur. Voilà, au moins. Voilà. Ça c'est pour la première chose. Et puis sur le contournement ouest de Strasbourg, oui, il y a eu des découvertes de ce type-là. Alors on a des sites qui sont un peu plus problématiques, qui peuvent être peut-être des villas quand même, on ne sait pas trop encore, mais enfin là on a des catégories d'établissements qui s'en rapportent. Il y a aussi sur la rocade, à Gaspolsheim, rocade sud, on a un site tout à fait identique, donc en limite avec Fegersheim, même type, donc cave, etc., la même configuration, Holzheim aussi, donc voilà. C'est vraiment des sites qui sont disséminés sur tout l'ensemble de la zone. Et c'est à chaque fois qu'on découvre des sites romains, ils sont relevés de cette catégorie d'établissement. Est-ce qu'on a une idée des conditions techniques, géographiques, hydrauliques qui déterminent l'implantation d'un site de hameau groupé, par exemple? Est-ce que c'est proche d'une voie romaine? Est-ce que c'est loin d'une rivière? J'ai vu que les 4 sites que vous aviez étaient sur la partie leucique de la vallée de la Bruche. Oui, mais je pense qu'en fait, c'est des sites qui semblent combiner plusieurs types de sols. En fait, il peut y avoir des terrains leuciques avec des secteurs un peu plus alluviaux. Donc, ils sont en limite de milieux très diversifiés, en fait. Et souvent avec un cours d'eau ou juste à proximité. Après, en ce qui concerne les voies romaines, je dirais qu'on est quand même dans un secteur très densément occupé, avec le site de Strasbourg qui vraiment était une grande concentration humaine, avec une armée aussi, donc on est dans une zone très militarisée, et donc qui a d'énormes besoins aussi, hein, donc c'est vraiment, comment dire, un site qui a dû mettre à contribution en quelque sorte l'ensemble de
des campagnes avoisinantes. Donc certainement des appels à produire beaucoup de denrées alimentaires, de denrées alimentaires transformées aussi, d'animaux également. Enfin, voilà, donc, par exemple, pour le site de Greifswoldsheim, on note donc, qui est proche de Strasbourg, hein, 5 km de Königshofen, hein, qui est dans les premières portes du site de Strasbourg. Ben, en fait, on a aussi des représentations assez importantes de chevaux, par exemple. Si la villa romaine correspond à l'image qu'on a des Romains, l'habitat groupé pourrait correspondre aux autochtones, aux Gaulois et à quelque chose de plus local. Est-ce que ça voudrait dire que l'influence romaine diminue au moment où apparaît l'habitat groupé? Non, je ne les mettrai pas en compétition en fonction de ces paramètres-là du tout. Non, je pense que ce sont les sites qu'on a, ils sont vraiment très bien intégrés dans l'économie globale. Après, il faut s'interroger sur pourquoi on a cette augmentation de cette catégorie d'habitat. Alors après, on est dans le moment où en fait on va comment dire où il y a probablement, comme on est dans une zone militarisée, il peut y avoir des vétérans hein, qui s'installent dans tout le secteur, qui donc à partir des années 280, quand le Limes revient sur le Rhin, ben, qui peuvent participer de cette défense en profondeur de la frontière. Il peut y avoir également, alors après on a pensé aussi à des possibilités aussi avec des arrivées de nouvelles populations, c'est possible aussi, hein, mais ça on ne peut pas le savoir. En tout cas, on est dans une zone quand même qui bouge beaucoup, où il y a beaucoup de monde, mais on ne peut pas, je pense, opposer comment dire, des populations typiquement romaines avec des populations typiquement indigènes, sachant que c'est un phénomène qui est un siècle et demi après l'arrivée de la deuxième légion, par exemple, à Strasbourg. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous n'avez jamais parlé de nécropole, de rites funéraires, de tombes, dans aucun. Vous avez pas relevé ça? Alors, les fenêtres de fouilles sont quand même assez restreintes, quand même. Donc et donc on n'est pas dans aucun des sites, on a eu dans son funéraire lié à ces habitants-là. Donc effectivement, c'est une composante dont on n'est pas. À part Rosheim, on a juste probablement une voie juste à 300 mètres au nord du site, où on a au croisement avec probablement le chemin de desserte de l'établissement, une sépulture à crémation, mais c'est tout, mais qui a marqué finalement le carrefour entre la voie principale et puis le chemin de desserte du hameau. Pour compléter un petit peu ce que dit Pascal, il y a de nombreuses traces ou preuves de stèles funéraires, très souvent des découvertes anciennes, Altorf par exemple au milieu du 19e, Oberhaslach, jusqu'à la Vipucelle, donc au fond de la vallée si je puis dire, à Marlenheim aussi, à Darstein aussi, 4-5 stèles. Donc il y a les fouilles d'archéologie préventive n'ont pas porté sur des secteurs qui correspondent à d'anciennes nécropoles, sachant aussi que dans un premier temps, il y a plutôt des crémations, donc des habitudes plutôt païennes, et puis vers la fin de l'époque romaine, évidemment, plutôt des tombes à pleines dalles, des tombes recouvertes de tuiles. Il y en a une à Molsheim, par exemple, mais en même temps, à Molsheim, il y a des squelettes recouverts de tuiles, et un petit peu plus loin, il y a des stèles funéraires avec des crémations. On peut pratiquement à la même époque avoir les deux. Mais c'est vrai que ces fouilles-là n'ont pas livré, effectivement, alors qu'on sait que du côté de Rosheim ou de Griesheim, plusieurs urnes cinéraires, c'est-à-dire on brûlait les corps et on récupérait les cendres qu'on mettait ou dans un pot, dans une petite urne en verre. Ce genre de choses ont été trouvées de manière ancienne. D'Orlisheim aussi, il y en aurait eu, mais c'est des découvertes de la fin du 18e.
signalés mais impossibles à placer sur une carte. Une autre question, j'ai vu, je crois... Oui, je vous en prie. Je viens vers vous. Bonsoir. Je voulais savoir, parce qu'il y a une nouvelle zone d'activité qui apparemment est prévue à Rosheim, et je voulais savoir s'il y aura des fouilles archéologiques préventives sur ce site. Alors je ne sais pas, est-ce que l'ancien maire de Rosheim qui est dans la salle a peut-être plus d'informations? Je sais que le service de l'archéologie veille toujours à partir des informations qui lui sont communiquées, et donc quand il y a ou un lotissement ou un grand espace qui est voué aux constructions, ici il y a aussi eu des fouilles avant l'installation du trèfle, mais pour Rosheim je ne sais pas si vous avez des précisions concernant la zone. Je vois Alphonse Trossler qui secoue la tête. En tous les cas, si c'est dans un secteur archéologique sensible, il y aura d'abord des diagnostics, c'est-à-dire une fouille sur une partie du terrain pour éventuellement évaluer le potentiel. On trouve pratiquement toujours quelque chose, c'est pas parce qu'on trouve deux monnaies ou un tesson qu'il y aura forcément ensuite des fouilles préventives. Mais il y a régulièrement... En fait, l'archéologie a beaucoup évolué. Il y a un quart de siècle, il y avait pratiquement dans chaque canton un correspondant local, et quand quelqu'un retrouvait 3 tessons, une tombe, c'était souvent localement Raymond Keller ou moi, ou avant nous le docteur Gerlinger et autres qui intervenaient dans le secteur. Et puis ensuite, l'archéologie a tellement évolué qu'il n'y a plus que les grandes opérations qui sont précédées d'abord d'un diagnostic. Donc on sonde à peu près 5% du terrain, mais que l'archéologue professionnel me corrige, pour évaluer le potentiel. D'ailleurs, il a le micro, hein, il peut intervenir à tout moment. C'est 10% en fait. 10%, voilà. Et à partir de ce qui est remonté comme info, le service de l'archéologie décide où, ok, bon, ben, on a un sondage, oui, il y a quelques objets, ça s'arrête là. Ou alors, il y a des fouilles plus importantes, donc des fouilles dites préventives qui sont organisées. Le diagnostic archéologique est suivi d'une fouille préventive. Petit détail, le diagnostic archéologique est organisé par l'État, mais ensuite, si fouille préventive il doit y avoir, c'est à la charge de la ménagère. Monsieur le maire aussi on sait quelque chose. Les maires du secteur en savent quelque chose à propos des lotissements, par exemple, qui sont organisés. Oui, Alphonse Trossler. Pour répondre à la question concernant la future zone d'activité du Ferrel de Rosheim, cette zone donc, est la partie nord de la fouille, enfin de l'endroit où se situait la fouille qui a été présentée. Donc ce site-là donc, a fait l'objet de sondages il y a bien longtemps, donc il y a une vingtaine d'années, et donc n'a pas révélé d'éléments archéologiques dans cette partie donc, qui est destinée à être bientôt urbanisée, en tout cas occupée. Ça montre que ce ne sont pas les fouilles archéologiques qui ont retardé la mise en œuvre de cette zone. Voilà. Comme quoi, il y a aussi beaucoup de fausses idées qui circulent et beaucoup de prétextes. Bon, bref. Alors, par contre, il y a eu quand même, vous le constatez comme dans tout le secteur, hein, Aubernais, Rosheim, Molsheim, Utzig, etc., il y a quand même pas mal de projets immobiliers, y compris dans des secteurs archéologiques sensibles. Là, je parle de Rosheim. Là, je n'ai aucune information, je ne sais pas du tout si des choses ont été prévues, ont été faites. Vous savez, une fois qu'on n'est plus, on n'est plus. Et puis, quand on évoque ça, on est plutôt le mauvais esprit ou l'emmerdeur. Mais bon, ça n'a jamais retardé, en tout cas, sérieusement. C'est surtout une question de volonté et d'intérêt pour le sujet. Une autre question, peut-être? Vous avez parlé de termes à Aubernais. Est-ce que ce type de terme, on le retrouve sur d'autres sites pour les autochtones, ou est-ce que c'était pour attirer les Romains de Strasbourg? Je pense que les Romains de Strasbourg avaient ce qu'il faut sous la main, certainement, même si on a peu d'indices. À part un Königshofen, on a probablement un ensemble thermal, mais ailleurs sur la. Voilà, je n'en connais pas. Ouais. Donc on n'a pas de. Voilà, mais ils n'ont pas été identifiés tout simplement encore, mais il y en a certainement.
Et pour revenir sur celui d'Aubernay, donc c'est vraiment le seul du genre qui semble lié à ce type, à cette catégorie d'établissement. Donc vous avez vu, il y a un ensemble thermal, et puis il y a des caves, donc avec des bâtiments tout autour, certainement. Et donc celui-ci est vraiment c'est une exception, quoi. Donc, il y a juste sur le dernier plan que j'ai présenté à Steimbourg, donc là des villas qui avaient son ensemble thermal, et il est probable que l'ensemble thermal ait encore été utilisé, donc au moment où il y avait l'habitat, enfin le hameau. Donc il est possible, mais ça on ne pourra pas le prouver sur ce site-là complètement, mais il est possible qu'il y ait une organisation communautaire qui fait qu'on peut partager un ensemble thermal. Ça c'est une hypothèse qu'on fait. Pour compléter ce que dit Pascal, les Romains adoraient les soins corporels, si je puis dire. La littérature latine les met en valeur. Il faut distinguer, bien sûr, dans les villes, ce qu'on appellerait aujourd'hui des bains municipaux, donc des termes assez grandioses, somptueux, et puis les riches propriétaires dans leur maison de campagne, qu'on appellerait une villasse, lorsqu'ils avaient les moyens, effectivement, organiser un système avec les bains chauds, les bains froids, etc. 2 ou 3 pièces, et ça pourrait être, effectivement, ce qui a été mis en valeur à Aubernay. Il y a d'autres villas probablement dans le secteur, du côté d'Osthofen, du côté de Broich-Wickersheim. Mais effectivement, alors elles semblent dater jusqu'au 3e, 4e, c'est pour ça que c'est troublant. On ne peut surtout pas dire romain ou roman bien établi, villa, et puis pauvre bruchois, habitat groupé. Non, je ne pense pas, mais c'est vrai que c'est curieux que dans notre secteur, il n'y a quasiment pas de villa. Alors que même au-delà du Krontal, du côté de Wasselonne, il y a plusieurs villas. Dans le Korsberg, plusieurs villas. Mais entre Marlenheim et Aubernay, il n'y a quasiment aucune villa. Alors est-ce que c'est lié aussi à des cultures céréalières intensives qui sont plus importantes au Korsberg? Ici, il y a, comme de nos jours, le Piémont qui a probablement servi à la culture de la vigne, et ensuite la forêt qui occupe au moins la moitié de l'arrondissement, je crois, qui était sans doute au moins aussi développée, sinon à l'époque romaine. Est-ce que c'est dû à... Et tous ces sites se concentrent effectivement entre le bas du Piémont des Vosges et puis la plaine d'Alsace, sur les terrains leuciques, effectivement. Monsieur le maire lève le doigt. Oh! J'aurais une petite question. Alors, je ne sais pas si la réponse existe. Est-ce que cette politique de création d'habitats groupés est le fruit d'un hasard ou le fruit d'une politique de peuplement voulue par l'administration romaine? C'est une question qu'on se pose, bien sûr. C'est une question compliquée. Comment dire? Ce qu'on observe, nous, c'est factuel. Donc on voit l'émergence d'une nouvelle catégorie d'habitat dans le secteur. Et puis on voit que ça... Alors ça vient pas tout de suite. Vous avez vu, là, il y a comme une sorte de gradation. Comme si, au départ, quand on crée ces sites, il y a peut-être une unité, voire 2 unités, pas plus. Et puis c'est qu'au bout de quelques dizaines d'années que ça grandit. Alors, est-ce qu'il y a une agrégation de nouveaux habitants qui se font dans l'extérieur, ou bien est-ce que c'est carrément un développement de type familial? Voilà, les questions se posent. Donc avec, en tout cas, on ne voit pas de ce que je disais de hiérarchie apparente dans tous ces unités qui se. Donc pour répondre à votre question, c'est difficile de dire s'il y a une politique vraiment... voilà, en tout cas, s'il y a une politique, c'est par rapport à la façon dont on va exploiter le terroir, je pense. Donc, et j'en reviens à ce qui était dit un peu avant, à l'instant, là. Ce modèle d'établissement était probablement plus productif que le système des villas. Donc avec des groupements je sais pas, par exemple pour des hameaux, on peut estimer à, je sais pas, 50-100 hectares qui pouvaient exploiter, voilà, mais pas plus, mais qui pouvaient être intensifs en faisant des choses très variées, hein, donc avec
élevage, céréaliculture, légumineuses, donc éventuellement, voilà, et donc avoir des productions assez importantes. Et il se trouve quand même que globalement, on a ce phénomène dans la plaine. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, on a aussi, on va investir aussi des terrains et des territoires, comme la moyenne montagne, comme on le refera peut-être qu'au Moyen-Âge, donc à l'occasion des défrichements pour installer des villages. Mais en tout cas, c'est un grand moment d'occupation de ce type de milieu. Donc on est vraiment dans un moment, quand même, où on va de croissance, en fait, hein, vraiment, et d'extension de tous les habitats dans tous les milieux. Voilà. Donc est-ce que ça correspond à une politique ou bien est-ce que ça correspond à une démographie aussi, parce que c'est le IIe siècle, et puis voilà, c'est quand même un moment aussi d'apogée, hein, aussi pour l'Empire romain dans les provinces occidentales. Donc on est dans ce moment-là. Il peut se combiner bien sûr des politiques publiques, et puis les politiques publiques ici, c'est plutôt c'est quand même les militaires qui devaient certainement donner le change, dans la mesure où une armée comme ça, c'est quand même 6 000 hommes plus 6 000 auxiliaires, voilà, une activité intense, des besoins énormes aussi en termes d'alimentation, de fourrage, de toute matière, de toute ressource. Donc c'est de fourrage pour les animaux, enfin pour les chevaux, etc. Enfin, ça devait être une logistique assez considérable. Et donc l'arrière-pays, en tout cas, devait certainement être très fortement sollicité pour comment dire, alimenter et toute la logistique de cette armée. Donc je dirais qu'il y a ça doit être plusieurs facteurs. C'est sûr que ça ne vient pas de manière spontanée comme ça, il y aura une politique globale quand même qui est mise en œuvre. Et pour la catégorie d'établissement, il faut savoir qui occupait ces habitats là. Donc il y a plusieurs pistes, donc effectivement peut-être des soldats qui restent dans le coin. Alors ça on peut pas le prouver ni quoi que ce soit, mais c'est pas avec l'indice d'éléments militaires sur les sites qu'on pourra l'affirmer. C'est possible. Après, on a parlé de population extérieure, parce qu'on connaît par les sources qu'il y a des installations, à un moment donné, avec des lettres, on appelle ça des lettres, LE, accent grave, TE. Donc il y avait une sorte de contrat avec l'Empire romain pour s'installer dans l'Empire, et puis donc développer, etc. Donc c'est possible aussi qu'il y ait ça. Après, nous, on ne peut pas savoir qui sont vraiment ces populations-là. En tout cas, matériellement, ça s'inscrit parfaitement dans la culture matérielle de l'Empire romain. Donc on n'a pas de comment dire, de signature particulière, par exemple de type germanique, d'où venaient généralement ces lettres. Donc on n'a pas de ce genre de signature-là. Mais pour nous faire plaisir, tu as surtout cité des habitats groupés du secteur. Toi qui as une vision plus globale de la vallée du Rhin supérieur, est-ce que c'est spécifique à notre territoire ou est-ce qu'on retrouve l'équivalent dans le Haut-Rhin ou le long du Piémont? Ou pour l'instant, c'est pas très net et ce serait la proximité. Tu parles des habitats groupés? Des habitats groupés. Oui, là, Steimbourg, c'est au pied des... Oui, mais on reste dans un rayon de 40 ou 56 km du camp militaire de Strasbourg. J'ai cité Ensisheim aussi. Ah oui, voilà. Et après, ce sont des sites qui ne sont pas forcément, comment dire, très détectables. Par exemple, même si on a des maillages de 10% pour les sondages archéologiques, c'est des sites qui passent à travers. Et ces sites-là, pour la plupart d'entre eux, on a pu les fouiller parce qu'il y avait d'autres occupations d'une autre période sur le site. Par exemple, Geispolsheim, en fait, c'était pour le site de l'âge du fer. Mais c'est important, mais c'est à cette occasion-là qu'on a pu trouver le site romain, enfin le mettre en évidence. Parce que comme il y en a des caves qui sont espacées, voilà, ça passe à travers les mailles du filet, et pareil pour les autres sites. Donc c'est souvent parce qu'on a fouillé autre chose qu'on a trouvé ces sites-là. Voilà. Donc on n'a pas fait la fouille pour ces sites-là, mais pour d'autres qui sont beaucoup plus visibles et détectables. Donc en fait, il y a tout un... Enfin, je dirais qu'on commence vraiment à mieux connaître l'occupation des campagnes à l'époque romaine, quoi, voilà, grâce à ces sondages-là. Alors ce qui pourrait être intéressant, c'est de combiner avec les données de prospection au sol qui ont pu être faites, par exemple, dans le secteur,
de voir ce qui a été trouvé en surface et puis ce qui a été découvert à l'archéologie préventive. Et après de voir comment, si on peut avoir d'autres sites de ce type-là, et du coup d'avoir une idée sur la densité de tous ces sites-là. À titre personnel, j'ai été étonné de la concentration de patins ou probables patins qu'on trouve dans le secteur. Alors quand on voit les inondations actuelles, on imagine quelques degrés en moins et on voit très bien effectivement ces espaces verglacés. On a envie effectivement de glisser. En tous les cas, pour moi, c'était une belle découverte. Je connaissais un des objets isolés du côté d'Altorf, mais je ne pensais pas qu'il y en avait une telle concentration. La carte de répartition des patins est assez étonnante. Oui. Une autre question ou précision, Monsieur Blanchard. Je voulais juste savoir si ces établissements étaient ce qu'on appelle les vikis, ou alors si un vicus est plus grand que ces hameaux. Les vikis sont plus grands. Par exemple, les deux vikis, donc c'est en fait le vicus, c'est vraiment, ça veut dire agglomération, village, et donc qui a une, comment dire, une signification juridique aussi. Donc c'est-à-dire qu'il y a une organisation édilitaire locale, etc. Et donc on a deux inscriptions sur le territoire alsacien qui sont connues, donc qui permettent d'identifier des agglomérations comme vicus. Il y a d'une part Orbourg, et puis il y a d'autre part Orbourg-Vir, près de Colmar, et puis il y a d'autre part le Königshofen, donc qui est dans les faubourgs du camp romain de la 8e Légion. Voilà. Et donc, le vicus, ça désigne une agglomération assez conséquente. Donc, par exemple, pour parler de Königshofen, où je suis actuellement, il faut imaginer que Königshofen, c'est, dans sa plus grande extension, c'est 2 km de long, le long de la route des Romains, et puis à peu près avec des parcelles d'habitation mitoyennes, donc ça sur pratiquement 2 km, avec des espaces d'artisanat, etc., ou même des artisanats à l'intérieur des parcelles d'habitation, etc. Donc c'est vraiment une densité de population plus importante. Donc les hameaux, ce qu'on propose comme étant des hameaux pour ça, c'est vraiment des petits établissements par rapport à ceux que je viens de citer là. Et Orbourg, c'est vraiment pareil, c'est un très grand site, hein, donc il y a... Oui, voilà, c'est ça, oui. Comme c'est ça, comme Liesbrück, Ranheim, oui. Et au-dessus de ces vicus, de ces vikis, en fait, il y a les capitales de cité, donc qui étaient en fait la ville qui en fait organisait administrativement un territoire, le territoire de la cité. Donc la cité s'étant par exemple pour le Bas-Rhin, c'est Brumat, donc Broccomingus, qui était la capitale de ce qui correspond actuellement au territoire du Bas-Rhin, quoi. Et donc qui administrait donc l'ensemble de ce territoire. Donc avec une organisation municipale, enfin édilitaire, etc. Donc avec des magistrats. Et en même temps, bon voilà, il y avait la ville de Strasbourg, enfin le site de Strasbourg, camp militaire, qui était juste à côté. Donc les relations devaient être un peu, ça devait être un peu écrasant pour les Brumatois. Voilà. Ok, merci beaucoup. Avant de remercier sous forme de quelques cadeaux monsieur le conférencier, je voudrais vous annoncer les prochaines conférences. Le cycle sur les traces des Romains se terminera le vendredi 1er décembre avec la conférence de Grégory sur Hommes, dieux et animaux sauvages au temps des Romains, l'exemple de la céramique sigillée de Dinsheim-Heiligenberg. Vous verrez lors de cette conférence qu'on n'imagine pas du tout la dimension que pouvait avoir le centre de céramique de Dinsheim-Heiligenberg. Et comme vous avez pris goût maintenant à l'archéologie, on a décidé, et surtout compte tenu des importantes fouilles qui ont lieu dans le secteur, de consacrer la totalité du prochain cycle à l'archéologie. Il commencera le 12 janvier, il va s'intituler d'abord « Archéologie, quoi de neuf ?» Le cycle commencera le 12 janvier avec M. Nicolas Perrault
avec une conférence qui s'intitulera « L'archéologie aujourd'hui, nouvelles approches, nouvelles découvertes ». Ensuite, le 16 février, il y aura une conférence de Mesdemoiselles Köhler-Héloïse et Sévèque Noémie sur le campement néandertalien à Mutzikraï, le campement à Mutzik. En mars, il y aura une conférence de Florent Minot, le Purpurkopf, une fortification du Xe siècle révélée par l'archéologie. Ensuite, au mois d'avril, une conférence de Juliette Branger qui s'intitulera « La carrière du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, fouille d'un espace de travail forcé au service de l'économie de guerre allemande ». Ensuite, dernière conférence, 5e, donc le 17 mai, qui s'intitulera « Le Biblenhof », à côté de Soultz-les-Bains, l'apport de l'archéologie préventive dans l'étude d'un village disparu, et c'est M. Prévost-Bastien qui tiendra la conférence. Vous voyez que on restera vraiment dans le local et on arrivera à ce qu'on rêve toujours de faire, à intriguer la grande histoire et la petite histoire locale, avec ces 5 conférences qui couvrent un champ énorme et qui montrent la modification phénoménale de l'archéologie les derniers temps. Elle prend une importance vraiment particulière dans tous les domaines et dans toutes les périodes. Donc, je vous attends évidemment pour le 1er décembre. Et je vous attends surtout pour l'année prochaine. Venez toujours aussi nombreux. J'espère qu'on changera encore de dimension de salle et qu'on arrivera à remplir une salle encore plus grande l'année prochaine. Pour remercier le conférencier, on a évidemment prévu plusieurs cadeaux comme d'habitude. D'abord le vin, Grégory a raison. On va lui offrir 2 bouteilles de vin de Molsheim pour lui rappeler les bienfaits de la viticulture grâce aux Romains dans le secteur. C'est 2 vins de la maison Belair, un Holderhurst et un Pfanz. Ensuite, 3 livres, un qui s'appelle De Terra Sigillata, histoire de la céramique sigillée et des potiers gallo-romains d'Insheim-Heiligenberg. C'est le tome 2 de notre collection Histoire et Patrimoine. Il y aura un autre livre de la collection Histoire et Patrimoine sur la Chartreuse de Molsheim, où est le musée, dont le conservateur est Grégory. Et un dernier qui est l'annuaire 2018. C'est Grégory qui a choisi cet annuaire. Il y a des raisons, vous verrez en le lisant. Ça me permet d'ailleurs de vous dire qu'il y a d'excellents cadeaux de Noël à faire en offrant à vos amis, membres, amis, familles, des livres de la collection Histoire et Patrimoine. Il y a certains livres, certains annuaires comme le dernier qui vont devenir collector parce qu'on n'en a pratiquement plus, l'annuaire avec la photo de la famille Bugatti. Et dans notre prochain annuaire, il y aura le fameux épisode de l'autorail Bugatti en couverture avec une photo de l'arrivée de l'annuaire Bugatti cette fois-ci, et derrière l'épisode précédent, au moment où il y a 90 ans, au moment où l'autorail a été amené de l'usine à la gare. Et il y a une autre façon de faire plaisir à vos amis, c'est de leur offrir une cotisation à la Société d'Histoire. Vous avez donc de multiples cadeaux de Noël à faire, n'hésitez pas. Et je vous demanderai aussi d'applaudir chaleureusement en clôture le conférencier et le remercier encore de s'être déplacé. Merci pour tout ce que vous nous avez appris.